Yofi, là aussi, c'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve, Shavuot pour tous ceux qui sont en direct, qui sont fidèles à Midrashet Yehuda Manito. On a le plaisir de se retrouver avec Ariel Assaf, guide, et tu vas nous parler, non pas de Yom Yerushalayim, parce que bon, ça on connaît, mais tu vas nous parler d'une date un peu moins connue, qui est le 29 Iyar, et c'est Yom Chevron, cette fameuse journée où on a récupéré la ville de nos patriarches, Bechavot. Voilà, exactement. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, comme vous savez, mes conférences sont en général le mercredi soir. Et Abraham Nachmias m'a téléphoné en me disant non, mercredi, c'est pas bon, c'est Yom Yerushalayim, il faut changer la date. On va faire ça mardi soir. Je dis mardi soir, c'est encore plus Yom Yerushalayim. Et alors, on s'est mis d'accord pour dimanche. Et on se dit bon, puisque c'est Yom Yerushalayim, et tout le monde sait que Kafret et Iyar, c'est Yom Yerushalayim, bon, on parlait de Yom Chevron, puisque le lendemain, c'est le jour où Chevron a été libéré. Ça, on le connaît un peu moins, c'est fêté à Chevron, mais il y a comme ça, il y a Yom Yerushalayim, il y a Yom Chevron, il y a Yom Shrem, il y a Yom de toutes les villes qui ont été libérées en 67 à la guerre des 6 jours. Et on veut donc parler de Yom Chevron. Je lance le diaporama. Bien, alors bonjour tout le monde, et on veut donc parler du Yom Chevron. Chevron qui est une des quatre Arei Kodesh, une des 4 villes qu'on appelle les 4 villes saintes d'Eretz Israël. Vous les voyez sur ce tableau que j'ai pris du site de Chabad. À gauche, vous voyez Jérusalem avec sa muraille, son moulin, et Haram el-Sharif, le dôme du rocher. Au centre, vous voyez Chevron sur sa montagne avec Meharat HaMarpela. À droite, au sommet de la montagne la plus haute, vous avez Tzfat, et au bord du lac de Tibériade, un petit peu en contrebas, vous avez Tibériade, la ville de Tibériade. Donc. Et nous, on veut se concentrer aujourd'hui sur Chevron. Alors, Chevron, tout le monde, je dis qu'on est le Kafret Iyar, le 28 Iyar, le jour de Jérusalem, Yom Yerushalayim, la libération de la vieille ville. On voit les parachutistes à gauche devant le mur, à droite en photo sur l'esplanade du temple. Et la guerre continue, et le lendemain, l'armée israélienne arrive à Hebron et libère Hebron, et on va donc en parler maintenant. Alors, Hebron, c'est tout d'abord la ville d'Abraham. Ne faites pas attention à la carte, elle est fausse, mais ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est le verset qui nous dit qu'Abraham vient donc de Ur Kasdim en passant par Haran. Vayehal Abraham, vayavo, vayeshev Elonim Mamre, asher bechevron. Et Abraham arrive à Hebron et s'installe là-bas et construit un autel à Dieu. Quand Sarah va décéder, il va acheter le terrain de la Meharat HaMarpela, du champ de la Marpella, à Ephron le Hittite. Il va le payer 400 cycles d'argent. Et c'est la première acquisition d'un terrain en Eretz Israël par Abraham. Je fais un historique rapide. Faire en 1 heure l'histoire de Hebron, c'est impossible. Donc, je donne des jalons pour qu'on sache un peu de quoi on parle. Et vous m'excuserez si je saute beaucoup de choses dans l'histoire de Hebron, mais on n'a pas le choix. Plus tard, la ville de Hebron sera donnée à Caleb de la tribu de Yehuda, et ça devient donc la capitale de la tribu de Yehuda. Vous voyez à gauche la division du pays entre les 12 tribus, et Juda, sa capitale, c'est Hebron. Le roi David sera un roi à David, Sham et David le Melech al Bet Yehuda. C'est à Hebron que David a reçu la royauté, d'abord sur sa tribu de Yehuda et plus tard sur tout le peuple d'Israël. Et après, il transférera la capitale à Yerushalayim. Et à l'époque de Bar Korva, dans la révolte de Bar Korva, dont on a rappelé le souvenir dimanche dernier à la fête de l'Akh Baomer, les textes nous disent qu'il y a eu tellement de prisonniers qu'il y a eu un marché aux esclaves qui s'est tenu à Ramat Mamre, à côté de Hebron. Et là-bas, on pouvait acheter un esclave juif pour le prix d'une ration d'orge journalière pour un cheval, tellement il y avait d'esclaves. Le cours des esclaves a chuté complètement. Et ça, c'est le site archéologique de Ramat Mamre, aujourd'hui difficilement accessible dans les accords qu'on a avec l'autorité palestinienne. Un peu compliqué d'arriver à Ramat Mamre, mais il y a là-bas un mur hérodien et il reste des vestiges historiques.
Alors, au niveau des vestiges archéologiques, à Hebron, on a, sur le Tel Hebron, donc la colline archéologique, on a des vestiges de l'époque d'Abraham. À droite, vous voyez la rue avec la rue pavée qui était l'entrée de la ville à l'époque d'Abraham. À gauche, vous voyez la muraille de Hebron. Donc, apparemment, c'est par ce chemin-là que Abraham arrive dans la ville. À gauche, vous voyez des restes de la muraille cananéenne euh, qu'on peut voir aujourd'hui au Tel Hebron, Tel Rumeida. À l'époque du premier temple, on retrouve des tessons d'argile sur lesquels il y a marqué en hébreu ancien le Melech Hebron, au roi de Hebron. Donc, c'est donc des jarres qui contenaient apparemment des impôts payés au roi de Hebron. Et on a dans l'archéologie aussi l'époque du second temple, au sommet de la colline, on trouve des mikvaot, des bains rituels qui sont les plus grands qu'on ait retrouvés en Israël, à part bien sûr à Jérusalem à côté du temple, des très très grands mikvaot à Hebron. Donc on a toute l'archéologie biblique et d'après. Et j'arrive maintenant à l'époque moderne. Donc à l'époque moderne, 1910, vous avez une photo de Hebron, une petite ville endormie. Quant au centre, vous voyez très très bien le grand bâtiment qui est la Marat Marpella, le caveau des patriarches, et la ville qui se trouve juste en dessous. Ce qu'on voit juste en dessous, c'est d'abord le quartier juif, et après, plus à gauche, le quartier arabe. Alors, cette Marat Marpella, ce caveau de la Marpella, quand on voit la construction, on voit que c'est le style hérodien. Ça ressemble beaucoup au Kotel, au mur à Jérusalem. Aujourd'hui, quand vous êtes au Kotel, vous ne voyez pas ces pilastres, ces fausses colonnes, ces sémili-colonnes, parce qu'elles ont été détruites par les Romains, mais c'était dans les parties supérieures du Kotel qui ont été détruites par les Romains. Par contre, la construction en bas qui est massive rappelle énormément celle du Kotel, donc c'est l'époque des Hashmonaïm, que ce soit Hérode ou pas Hérode, c'est de l'époque hashmonaïte, l'époque après la victoire sur les Grecs. Et on construit donc ce bâtiment sur le Marat Arpella, sur le tombeau des patriarches. Plus tard, les musulmans vont en faire une mosquée. Vous voyez ici l'ajout d'un minaret. Il y en a en fait deux. Il y en a un à gauche et un que vous ne voyez pas très bien à droite de l'image. Il y a un deuxième minaret. Et le bâtiment est transformé en mosquée. Encore plus tard, à l'époque de la croisade, les chrétiens vont construire une église sur le toit. Donc on voit le bâtiment qu'on a vu tout à l'heure, on voit les deux minarets à gauche et à droite, et ce bâtiment sur le toit qui est un ajout, c'est en fait une église de la croisade. Alors à l'intérieur, on a des salles qui portent le nom de Avot, Avraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa. Quant à l'intérieur, il y a des cénotaphes. Un cénotaphe, c'est un monument pour dire en dessous, quelque part, dans une grotte souterraine, se trouve le tombeau. Les monuments qui sont dans le bâtiment ne sont pas des tombes eux-mêmes. Les tombes sont dans une grotte en souterrain. Et j'ai choisi Yaakov et Léa pour rappeler que Rachel, la femme que Yaakov aimait, n'est pas enterrée à Hebron, mais elle est en chemin à Bethléem. Par contre, on trouve un cénotaphe très intéressant, en plus des Avot, des trois patriarches. D'abord, la tradition juive dit que Adam et Ève sont également enterrés à Hebron. Mais voilà, ça c'est l'intérieur de la salle Yitzhak et Rivka, qui est la plus grande. On voit les monuments, mais ces monuments dédiés à Yitzhak et Rivka ne sont pas des tombes. Les tombes sont en dessous. Et vous voyez que le bâtiment est transformé en mosquée. Vous voyez le mihrab qui donne la direction de la Mecque et le minbar où se trouve le prédicateur musulman. Et on trouve encore une salle qui, elle, est dédiée à Esav, Ésaü, le frère de Jacob. Qu'est-ce que Ésaü fait dans le tombeau de la Marpella? Et là, il faut se référer au Midrash. Le Midrash raconte que quand Yaakov est décédé, on se rappelle qu'il est décédé en Égypte et qu'il a demandé à Yosef qu'après sa mort, il soit transféré en Eretz Israël dans le caveau de ses pères à Hebron. Et le Midrash nous raconte que quand Yosef et tous les accompagnateurs arrivent devant le tombeau de la Marpella, ils trouvent là-bas Ésaü, Esav, le frère de Yaakov, qui dit un instant, qu'est-ce que vous faites là? C'est à moi, c'est moi le fils aîné, et donc c'est à moi que revient le droit d'être enterré à côté d'Abraham et de Yitzhak.
Et Yosef lui répond, oui, mais un instant, tu as vendu ton droit d'aînesse, alors maintenant, c'est plus toi, c'est Yaakov. Et Esav répond, j'ai vendu mon droit d'aînesse, vous avez des papiers pour le prouver? Et Yosef dit, oui, bien sûr, on a le papier que tu nous as signé, que tu as signé à ton frère, que tu lui donnais ton droit d'aînesse. Il dit, ben, montrez-le-moi. Il dit, on l'a laissé en Égypte. J'ai le temps. Retournez, allez le chercher. Et le Midrash dit qu'on envoie Naphtali Ayala Shlucha, Naphtali qui est le, la gazelle rapide qui va vers l'Égypte chercher le papier. En attendant, se trouve le Baruchim, le fils de Dan, qui était un petit peu malentendant et qui dit qu'est-ce qui se passe ici? On lui explique il y a son oncle qui ne laisse pas enterrer le grand-père. Et alors, dit le Midrash, Shalaf et Charbo, ve'etiz et rocho chez Esav, il a dégainé son glaive, il a coupé la tête de Esav, venichnas arosh tator marat marpella, et la tête de Ésaü a roulé dans le tombeau de la Marpella. Et donc, en plus des ancêtres, nous avons aussi la tête de Esav qui se trouve dans le tombeau de la Marpella. Et ce que le Midrash veut nous dire, je ne vais pas maintenant faire un cours de Midrash, mais ce que le Midrash veut nous dire, c'est qu'il y a dans Esav quelque chose de bon, quelque chose de valable qui peut être récupéré. Et cette partie de Esav qui peut être récupérée se trouve avec Yaakov dans la Marat Marpella. Il y a une partie qui n'est pas bonne, qui elle n'est pas dans la Mara, mais il y a quelque chose de récupérable chez Esav. Et il y a des midrashim qui parlent de ça, que Ésaü fera teshuva et sera réintégré à la famille d'Abraham. Mais ce n'est pas dans mon sujet d'aujourd'hui, donc je continue. Et pendant des siècles où le peuple juif est en exil et ce sont les musulmans qui gèrent la terre d'Eretz Israël, alors ils ne permettent pas aux juifs de rentrer dans le bâtiment pour prier à côté des tombeaux des patriarches. Et il y a à l'extérieur des marches qui longeaient le bâtiment. Vous voyez à gauche, vous voyez le bâtiment, dans l'image de droite, vous voyez le mur du bâtiment sur la gauche. Et on pouvait prier seulement à l'extérieur et monter uniquement jusqu'à la septième marche. Vous voyez qu'il y a des gardiens musulmans qui se trouvent au sommet de la septième marche et qui empêchent les non-musulmans de monter plus haut que cette septième marche. Les Juifs se sont consolés en disant qu'en fait, c'est plus proche de la Mehara parce que c'est juste, les Havot sont enterrés juste derrière ce mur-là, on est au plus proche. Et vous voyez que jusqu'encore aujourd'hui, il y a des Juifs qui prient à l'extérieur, à cet endroit qui était pendant les temps d'exil, l'endroit qui était réservé aux Juifs. Mais si vous regardez bien l'image, vous voyez que les escaliers n'existent plus. Parce que le général Ze'evi, Gandhi, surnommé Gandhi, a dit ça c'est un rappel de l'exil, on a fini avec l'exil, et il a amené un bulldozer qui a qui a détruit ces escaliers qui n'existent plus aujourd'hui, mais il y a encore des gens qui viennent prier à cet endroit-là, à l'extérieur, mais on peut très bien rentrer à l'intérieur et prier à l'intérieur. Là, vous avez une coupe du bâtiment, et vous voyez, les marches sont à droite sur l'image, je vous les montre maintenant avec la souris. Vous voyez les marches à droite, et donc, si vous voyez dans la coupe qui est ici, que la double grotte se trouve juste à ce niveau-là. Donc, en fait, là, vous voyez l'image du bas, quand on est sur les escaliers, on est en fait juste à côté de la grotte. On est plus proche de la grotte, en fait, que quand on prie en haut dans le bâtiment. Et c'est comme ça que les Juifs se sont consolés pendant l'exil, en disant on n'est pas dans le bâtiment, mais en fait, on reste très proche des patriarches, et c'est là qu'on prie. Alors, au cours de l'histoire, sont arrivés à Hébron toutes sortes de personnages très importants, par exemple Harambam, Maïmonide, qui arrive au XIIe siècle et qui raconte sa visite de Hébron, qu'il a fait une fête le jour où il arrivera à Hébron. On a après Haramban, Rabbi Moshe ben Nachman, Nachmanide, qui arrive un siècle plus tard à Hébron. Et on a une pléiade de rabbins importants qui vont séjourner à Hébron, puisque je dis Hébron, c'est une des villes saintes d'Eretz Israël. Alors on a Rabbi Eliyahu Davidash qui va rédiger son livre de Moussar Reshit Chochma, Moussar kabbaliste à Hébron. Le Chesed l'Abraham, un livre de Kabbalah du Rav Abraham Azoulay à Hébron. Le Shem Agdolim du Rav Frida Chaim Yosef David Azoulay, son petit-fils à Hébron. Le Sdechemed du Rav Mani, qui est le Raman de Hébron, à Hébron aussi. Et un ouvrage très important qui est un commentaire de la Mishnah qui s'appelle le Mlechet Shlomo, rédigé par Rabbi Shlomo Adani. Je n'ai pas trouvé de livre de couverture parce qu'en général, on n'imprime pas le Mlechet Shlomo comme livre à part. Il est toujours il est imprimé dans les Mishnayot comme commentaire sur la Mishnah. Donc, je n'ai pas de page de garde à vous montrer, mais je l'ai cité parce que c'est un livre très important, le Mlechet Shlomo,
où dans son introduction, Rabbi Shlomo Dani raconte la Liade du Yémen, comment il est venu sans rien et qu'il était accueilli à Hebron. Donc tous ces ouvrages sont aussi importants parce que à travers un petit peu les pages de garde, on connaît aussi un petit peu l'histoire de la communauté juive de Hebron. Le Chesed l'Abraham que vous avez devant vous, j'en avais parlé sur la conférence à Gaza, puisque suite à une épidémie de peste à Hebron, peste ou de choléra, je ne sais plus, la communauté une grande partie des Juifs de Hebron était partie à Gaza et avait développé la communauté de Gaza. Alors, plus proche de nous, on trouve l'un des trois rabbins du 19e siècle, début 20e siècle, le Rav Rachamim Yosef Franco, le Rav Chaim Chizkiyahu Medini et le Rav Sliman Mani. De nouveau, certains écrivent des livres très importants. Pardon, je ne l'ai pas devant vous. Le Rav Chizkiyahu Medini a écrit une très grande encyclopédie talmudique qui s'appelle le Sdei Chemed. Ah, pardon, on l'avait vu dans la diaporama d'avant, le Sdei Chemed qu'il rédige à Hebron. Et ces géants sont donc enterrés au cimetière de Hebron. Donc il y a aussi donc des personnages très importants. En plus d'aller pèleriner au caveau de la Marpella, on peut aller sur des tombeaux de géants de la Torah qui ont vécu et qui ont œuvré à Hebron. Au XXe siècle, une des plus grandes yeshivot d'Europe de l'Est, la yeshiva de Slabodka. Slabodka, c'est un faubourg de Kovno en Lituanie. Et la yeshiva de Slabodka décide de monter en Eretz Israël. Il y a à l'époque, la Lituanie fait partie de la Russie. Les Russes décident qu'il faut apprendre les matières profanes à la yeshiva. Autrement, ils la feront fermer. Les rabbins ne veulent pas ajouter les matières profanes à la yeshiva et décident de monter en Eretz Israël. Comme Jérusalem, la situation est très complexe, ils décident de s'installer à Hebron et vous avez devant vous les deux maîtres de cette yeshiva, le Rav Nathan Tzvi Finkel, qu'on appelait le Sabbat de Slabodka, le grand-père de Slabodka, c'était le fondateur, et à gauche le Rav Moshe Mordechai Epstein qui fonctionne comme Rosh Yeshiva, comme chef de la yeshiva. Et ça nous amène, la yeshiva arrive en 1924 et ça nous fait tout doucement arriver à la tragédie de 1929. En 1929, il y a le grand pogrom de Hebron. 67 juifs vont être massacrés, dont plus d'une vingtaine des étudiants de la yeshiva de Slobodka. La synagogue, au nom d'Abraham Avinu, vous l'avez à droite, elle est entièrement profanée, les livres sont déchirés, brûlés, la synagogue est détruite. Et tout ça se passe sous l'œil des Anglais. Vous voyez sur la photo de gauche, les soldats anglais. En fait, les Anglais ont laissé faire et ne sont pas intervenus. On a eu une vague de pogroms à Jérusalem, ce qui a essentiellement touché Jérusalem, Yafo, Hebron, Aza et Tzfat. C'était les villes qui étaient c'était les principales communautés juives de l'époque. C'était des villes mixtes où il y avait des juifs et des arabes. Il y a déjà, bien sûr, les premiers villages agricoles de Zichron Yaakov, de Rishon LeZion et encore d'autres, mais là-bas, il n'y a pas de population arabe. Mais dans les villes mixtes, les Arabes attaquent les Juifs et les Anglais laissent faire. J'avais parlé, quand on avait parlé de Gaza, qu'il y a un policier qui tire un coup de feu en l'air et disperse la foule et met les Juifs sur un train et les évacue vers Yafo. Il y aura la même chose à Hebron, seulement le policier va tirer en l'air le deuxième jour. Le premier jour du pogrom, ils ont laissé faire. Le deuxième jour, il y a un policier qui se sent menacé, qui tire un coup de feu en l'air, le pogrom s'arrête. Il aurait tiré le premier jour, il n'y aurait pas eu de pogrom. Mais ce qui est terrible, c'est que les Anglais, pour la sécurité de la communauté juive, au lieu d'assurer leur sécurité, décident de les transférer à Jérusalem et ne permettront pas aux Juifs de revenir, comme ils ont fait à Gaza. Et ce qui fait que ces communautés, qui sont des communautés très anciennes, terminent en 1929, quand elles sont détruites dans ce qu'on appelle en hébreu Meorot Tarpat, le pogrom de 1929. Et les Anglais ont laissé faire le pogrom et en ont profité pour déloger les Juifs. Alors c'est très problématique parce que les Anglais qui avaient le mandat sur la Palestine pour aider les Juifs à revenir, non seulement n'aident pas les Juifs à revenir, mais décident de favoriser le pogrom, de laisser les Arabes massacrer des Juifs, et après, pour la sauvegarde des Juifs, les évacuent et en fait les chassent de leur communauté. Ils vont le faire aussi à Jérusalem, dans un quartier qui s'appelle, il y a deux quartiers qui sont très menacés, le quartier de Shimon HaTzadik
et le quartier de Kiryat Ne'amana, que les Anglais font évacuer de la même façon. Seulement, comme c'est Jérusalem, les Juifs vont revenir et ne vont pas demander aux Anglais, ils vont revenir dans leur maison quelque temps après. Alors qu'à Hebron, ils vont essayer de revenir, mais les Anglais vont les empêcher de reconstituer la communauté de Hebron. Donc là, on voit la destruction, et vous voyez là le Sefer Torah qu'on emmène sous la garde des Anglais. Vous voyez la police anglaise, l'armée anglaise. D'ailleurs, pas tous les Sefer Torah, une partie ont été profanés et une partie ont été volés, puisque un des Sefer Torah nous a été revendu par un Arabe qui avait fui en Jordanie, et dans les années 60, il contactera des Juifs pour revendre le rouleau de la Torah, et on va racheter à cet Arabe de Hebron qui se trouve en Jordanie, on va lui racheter un des livres qu'il a volé dans une des synagogues de Hebron. Vous voyez à gauche maintenant, je parle plus vite que les images ne passent. Ok. Donc, vous voyez à gauche un juif qui est en train de pleurer de la désolation de la communauté, et à droite, une caravane de voitures organisée par les Anglais pour évacuer les Juifs. Oui, à Gaza, c'est fait par le train, mais le train n'arrive pas à Hebron. Et donc, ils arrivent avec des voitures pour évacuer la communauté juive de Hebron. Et il va falloir attendre donc 19 ans, la guerre des 6 jours, pour qu'on revienne. Alors, la guerre des 6 jours, c'est très incroyable, c'est incroyable ce qui se passe à Hebron, parce que Hebron, c'est le centre du nationalisme arabe. Et donc, l'armée israélienne pense qu'il va y avoir là-bas l'opposition la plus virulente, et l'armée s'organise pour attaquer Hebron. Maintenant, vous voyez devant vous à gauche le Rav Goren, qui est l'aumônier général de Tzahal. Et je rappelle que la guerre des 6 jours, elle éclate contre l'Égypte. L'Égypte a fermé le détroit le golfe d'Elat à la navigation israélienne, donc c'est l'étouffement économique d'Israël. L'Égypte a entré ses forces dans le Sinaï, alors que d'après les accords qui avaient été signés après l'opération Mifsa Kadesh, l'opération de Suez en 1956, il n'avait pas le droit d'avoir des soldats dans le Sinaï. Ça commence à rappeler un petit peu trop ce qui se passe actuellement avec les Égyptiens qui remilitarisent le Sinaï aujourd'hui, qui ont construit des dizaines de tunnels sous le canal de Suez, et c'est pas pour vendre des cacahuètes aux Bédouins du Sinaï, c'est pour amener des tanks plus rapidement. Ils ont même fait un des tunnels peut transporter des trains pour amener plus rapidement des tanks contre Israël. Donc, voilà l'accord de paix, mais voilà comment les Égyptiens se conduisent. En tout cas, la guerre de 6 jours, elle est contre l'Égypte. Et Israël supplie la Jordanie et la Syrie de ne pas se joindre à la bataille. J'en ai parlé l'année dernière, mais ce qui va se passer, c'est que l'Égypte, qui voit son aviation détruite au matin du 5 juin 67, après 2 heures de raid israélien, l'Égypte n'a plus d'armée de l'air, et elle annonce au roi de Jordanie: l'armée de l'air est détruite, viens te joindre au défilé de la victoire. Hussein, qui avait très peur de l'armée de l'air, dit: ah, si l'armée de l'air est détruite, je risque plus rien, et il se joint à la bataille. Oui, Nasser avait omis de lui dire que c'était son armée à lui qui était détruite, son armée de l'air à lui et pas la nôtre. Et donc, à 11 heures du matin, l'armée jordanienne entre dans la bagarre, commence à bombarder Jérusalem, envoie des avions qui vont bombarder Netanya. Et donc, Israël est obligé d'attaquer aussi, de contre-attaquer sur le front centre, la Jordanie. Et le 3e jour de la bataille, on libère Jérusalem. Et le Rav Goren, qui était dans le Sinaï, avait pris un hélicoptère pour venir à Jérusalem. Et c'est lui qui avait sonné le chauffard à la libération du mur, et de nouveau sonné le chauffard après la parade sur le mont du Temple. Et quand il est encore en train de prier Mincha au Kotel, on l'appelle: on vient de libérer Bethléem. Et donc il fonce dans sa Jeep avec son chauffeur à Bethléem, il rouvre le tombeau de Rachel à la prière et organise une prière de Mincha au tombeau de Rachel. Et là, on lui dit que l'armée est en train de foncer vers Hebron. Et donc le lendemain, aux aurores, le Rav Goren fonce à Hebron avec son chauffeur. Il rentre dans la ville, mais il y avait un petit problème. C'est que ce qu'on lui a pas dit, c'est que l'armée se prépare à rentrer à Hebron. Elle n'est pas en rentrée à Hebron. Comme Tzahal pense que Hebron,
ça va être un combat très difficile avec beaucoup de tireurs embusqués, etc. On se prépare comment prendre Hebron sans payer un prix trop lourd. Le Rav Goren, qui n'est pas au courant, fonce dans la ville avec sa jeep vers le tombeau de la Marpella. Il ne voit personne, tous les Arabes sont calfeutrés, les rideaux de fer des magasins sont tirés. Il racontera dans ses mémoires, il a tiré quelques coups de feu en l'air pour dire l'armée israélienne est là. Il arrive jusqu'au caveau de la Marpella et là il rencontre le maire de Hebron qui lui donne les clés de la ville et qui lui annonce qu'il se rende. Et donc ce qui reste à faire au Rav Goren, c'est de prendre un drapeau et de planter le drapeau israélien sur le caveau de la Marpella. Donc en fait, Hebron en 67 a été libéré par un officier supérieur, le général Goren et son chauffeur, et qui étaient les deux seuls juifs qui sont rentrés dans Hebron. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour comprendre ça, il faut revenir en 1929. En 1929, les Arabes ont massacré la communauté de Hebron. Et donc pour eux, il est évident que si les Juifs reviennent maintenant, on va se venger. Et donc on va massacrer les Arabes de Hebron. Donc tous se calfeutrent, tous sont dans les maisons, ils ferment les volets de fer, ils se cachent, ils sont morts de trouille. Et c'est pour ça qu'ils se rendent en fer sans tirer le moins de coups de feu, en essayant de demander de la vie sauve parce qu'ils sont sûrs qu'Israël va les massacrer. C'est pas comme ça que nous on fonctionne, on ne les a pas massacrés. On aurait au moins dû les envoyer en Jordanie, ça c'est la grande erreur qu'on n'a pas, de ne pas avoir fait. Et juste après, ben, on va arriver les généraux, Moshe Dayan, qui est le ministre de la Défense, le général Zevi Gandhi, qui est le chef d'opération, et le le Alouf Uzinarkis, le commandant du front centre, qui viennent se faire prendre en photo devant l'entrée de la Maharat Marpella, et Hebron a été libéré. Voilà, tout ça c'était l'introduction. Maintenant j'arrive à mon histoire, qui est l'histoire de qu'est-ce qui se passe à Hebron depuis ce Yom Hebron, depuis ce jour faste où Hebron a été libéré, ce jour où à Hebron on dit le Hallel, de la même façon qu'à Jérusalem on dit le Hallel, le Yom Yerushalayim, enfin on le dit en fait dans tout Israël, parce qu'on a choisi Yom Yerushalayim pour être le symbole de la victoire de la guerre de 6 jours, mais à Hebron on fête aussi le 29 qui est la libération de la ville elle-même. Et alors, qu'est-ce qui se passe au lendemain de cette grande fête de la libération de la ville? Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il ne se passe rien du tout. Parce que le gouvernement israélien n'a aucun plan, il n'avait pas du tout prévu de faire la guerre à la Jordanie, il n'avait pas du tout rêvé de libérer Hebron, et tout à coup, tout le problème de la Judée, Samarie, Jérusalem, qu'est-ce qu'on en fait? Et les gouvernements israéliens vont dire, ben, ça reste des cartes à jouer dans le cadre d'accords ultérieurs avec la Jordanie, ben, on rendra le plateau du Golan aux Syriens, le désert du Sinaï aux Égyptiens, la Judée-Samarie aux Jordaniens, et comme ça, on fera la paix. Alors qu'il faut se rappeler que le Sinaï n'a jamais été égyptien, le plateau du Golan n'a jamais été syrien. Depuis qu'on est sur le plateau du Golan, on a fait énormément de fouilles archéologiques, et toute l'archéologie sort en hébreu. On a retrouvé un Bat Midrash, on a retrouvé des mikvaot, on a retrouvé des dizaines de synagogues. Tout le passé du Golan est juif. Et de la même façon que bien sûr que Hebron et toute la Judée-Samarie et Jérusalem sont juifs aussi, et pas jordaniens, mais le gouvernement n'a pas de plan. Mais il y a des juifs qui ont, eux, des plans. Et alors, il y a un groupe qui s'organise à Pessah de 1968, donc c'est un an après la guerre des 6 jours, comme il ne s'est rien passé à Hebron, on peut y aller, on a le droit d'aller prier au Kibbutz de Marpella, mais on ne peut pas s'installer à Hebron. Pour le gouvernement, c'est une ville arabe interdite d'y habiter. Ben, il y a un groupe de juifs qui s'organisent et qui vont passer le Pessah de 1968 à l'hôtel Parc. À droite, vous voyez là une photo de l'entrée de l'hôtel Parc. Donc l'hôtelier est très content d'avoir des juifs qui viennent passer la fête de Pessah à côté de Marat Marpella. Ils leur louent des chambres et bien sûr ils cachérisent, ils amènent leur cuisine. La rabbinite Levinger va amener un frigo et une machine à laver parce qu'en fait leur but n'est pas de quitter après Pessah et après Pessah ils restent. Alors, l'hôtelier est très content, il peut louer ses chambres à long terme. Ceux qui sont beaucoup moins contents, c'est le gouvernement israélien qui comprend qu'il s'est fait avoir. Qu'il y a des juifs qui se sont installés à Hebron, et qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Ils sont dans l'hôtel, ils louent des chambres. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Et finalement, le gouvernement va décider, ben, on va sortir ces juifs de l'hôtel et on va les loger dans la cour du Mimshal Tzvaï, du gouvernorat militaire. Donc, il y a le bâtiment que vous voyez à gauche, c'était un fort de police construit par les Anglais. C'est là qu'était la police anglaise à l'époque du mandat britannique, et c'est là que s'installe
le gouverneur militaire de Hebron, puisque la Judée-Samarie sont sous contrôle de l'armée israélienne et qu'il y a un gouverneur militaire qui gère la ville. Et donc, les civils qui étaient venus fêter Hebron sont installés par le gouvernement dans les bâtiments du gouvernement militaire. En fait, c'est une base militaire. Donc, il y a la base militaire avec des soldats. Et dans cette base militaire, il y a des chambres qui ont été données aux Mitnahale Hebron, à ces juifs, ces colons de Hebron, ces gens qui sont venus s'installer à Hebron. C'est pas une vie facile, c'est pas facile de vivre une vie civile avec des enfants, etc. Quand on habite dans une base militaire, il n'y a pas le confort, on n'est pas pour soi. Mais c'est comme ça, c'est la première victoire, on a réussi à revenir à Hebron. Ceux qui sont les animateurs de ce retour à Hebron, c'est un couple qui est devenu célèbre, le Rav Moshe Levinger et encore plus sa femme, la rabbinite Myriam Levinger, qui sont les chevilles ouvrières des Mitnahale Hebron. C'est eux qui sont derrière tout ce mouvement qui prône le retour des Juifs dans la ville des ancêtres. Alors, le gouvernement comprend que ce n'est pas une solution de laisser ces civils dans une base militaire et en 69, donc un an plus tard, le gouvernement décide de construire un quartier juif, mais qui ne sera pas dans Hebron, qui reste une ville arabe. On ne veut pas mélanger la population juive et arabe. Et donc, au-dessus de Hebron, à côté du Mimshal, à côté du gouverneur militaire, on construit un nouveau quartier qu'on va appeler Kiryat Arba. Pourquoi Kiryat Arba? Parce que dans la Torah, Kiryat Arba, c'est le deuxième nom de Hebron. Hebron est une ville qui a deux noms. La Torah nous dit qu'elle s'appelle la ville des quatre. Alors après, Midrash nous explique ou à cause des quatre couples qui sont enterrés au caveau de la Marpella, dont on a déjà parlé, Adam et Ève, Abraham et Sarah, Isaac et Rivka, Yaakov et Léa, ou à cause des quatre géants, Achiman, Sheshai, Talmaï et leur père qui habitaient Hebron. Il y a différentes raisons. En tout cas, Kiryat Arba, c'est le nom de Hebron. Mais à l'époque moderne, à partir de 1969, Kiryat Arba, c'est en fait le quartier juif qui jouxte la ville arabe de Hebron. Ça prend 3 ans pour le construire et en 71, ces gens qui habitent donc dans la base militaire peuvent commencer à s'installer dans le nouveau quartier Kiryat Arba. Mais je rappelle que Kiryat Arba, c'était contraint et forcé par le gouvernement. Le but est de revenir dans les maisons juives qui ont été abandonnées en 1929, puisque les Anglais nous ont forcés à abandonner les maisons, les synagogues, et ce qu'on veut, c'est retrouver ce quartier, qui est un quartier juif, et le peupler de nouveau, et le faire revivre. Et là arrive un couple, bon ça c'est déjà plus tard, à l'époque ils sont beaucoup plus jeunes, en 1975, ils sont dans la fin vingtaine ou le début de la trentaine. C'est un couple il s'appelle Baruch et Sarah Narshon. Ce sont des Olim Hadashim qui arrivent d'Union soviétique. Baruch Narshon est un peintre et, il s'installe donc à Kiryat Arba. Baruch Narshon, à gauche, vous voyez sa tombe, il est décédé il y a 2 ans. Tafshin Pebet, donc Yezicho Baruch. Et lui et sa femme, de nouveau, sont très influents dans ce qui va se passer à Hebron. Ils habitent donc à Kiryat Arba. Et je rappelle que les Juifs veulent revenir à Hebron, pas à Kiryat Arba, mais à Hebron, à la ville elle-même. Et il y a un fils qui, en 75, ils ont un enfant, et ils décident de faire la Brit Mila dans la Meharat HaMarpela, puisque la Meharat HaMarpela, c'est le tombeau d'Abraham, qui est le premier personne à avoir fait la Brit Mila, et ils décident qu'il faut faire la Brit Mila à Meharat HaMarpela. Bien sûr, le gouvernement est contre, et il va falloir se battre, mais ils vont se battre. D'abord, juste pour présenter Baruch Narshon, vous voyez un tableau qu'il a fait où il parle des 4 villes saintes dont on avait parlé au début de la conférence. Donc, vous voyez dans le panneau de gauche, Hebron avec la Marpella. Dans le deuxième tableau, Jérusalem avec le temple. Le troisième, le lac de Tibériade, la muraille, la ville de Tibériade. Et quatrième, au sommet de sa montagne, Tzfat. Donc, ça, c'est des tableaux de Baruch Narshon. Vous pouvez acheter. Ils ont un site, la famille a un site et une galerie. Il y a des lithographies qu'on peut acheter. Et donc, ils décident donc en mars 1975 de faire la Brit Mila de leur fils, Marat HaMarpela. Il va falloir se battre, ils vont se battre, et finalement, ils auront pas tellement le droit, donc c'est un tout petit minyan, puisqu'on a le droit de venir prier. Et en fait, ils vont mettre le gouvernement devant le fait accompli,
Voilà, les Juifs ont fait une Brit Mila dans la Marat HaMarpela, et le garçon, le petit bébé, va bien sûr s'appeler Avraham Yedidia. Donc, Avraham Yedidia. Yedidia, dans la tradition juive, c'est le nom de Shlomo HaMelech, mais Avraham aussi s'appelle Yadid. C'est Yavo Yadid Ben Yadid. Yadid, c'est l'ami de Dieu. D'ailleurs, l'ami en hébreu, ça peut se dire Yadid ou Chaver. C'est d'après Chazal une des raisons du nom de Chevron. Chevron, c'est où Chibour, parce que cette Marat HaMarpela, c'est le lien, Chibour, entre le monde spirituel, entre le monde de l'au-delà et le monde présent. Il y a un midrash qui dit que les âmes des défunts passent par la Marat HaMarpela pour accéder au Olam Haba, au monde des âmes. Donc il y a un Chibour qui se fait à Hebron. Et Hebron, c'est aussi Chaver, la ville de l'ami Avraham. Donc l'ami, le Yadid, et ils décident d'appeler leur enfant Avraham Yedidia. Donc ils ont déjà réussi une première bataille, c'est de fixer que ça va être les premiers. C'est pas pour rien qu'il s'appelle Narshon. Narshon, c'est le premier juif qui a sauté dans la mer Rouge à la sortie d'Égypte. Les Narshonim, c'est ceux qui vont toujours en avant. Et donc, Baruch et Sarah réussissent, j'ai pas dit, ils sont chassidim de Chabad. On en reparlera. Chabad a un lien très spécial avec la ville de Hebron. Et ils font la Brit Mila. Aujourd'hui, c'est un classique. Nous, même à nos enfants, on a voulu faire la Brit à Hebron. On n'avait pas. Mais là, aujourd'hui, on peut fixer. On peut demander la permission, fixer et la faire à Hebron. Finalement, ce n'était pas fait parce qu'il y avait une jaunisse et on n'avait pu le faire. Mais aujourd'hui, c'est un classique. À l'époque, c'était les premiers. Malheureusement, quelques mois plus tard, non. Là, vous avez vu une Brit Mila dans la Mehara. Malheureusement, ce garçon, ce petit bébé, ne va pas vivre longtemps et à l'âge de 4 mois, il décède. La mort du nourrisson, et sa mère décide de l'enterrer à Hebron. Il a grandi à Hebron, il a fait sa Brit Mila à Hebron, il va être enterré au cimetière juif de Hebron. Le ministre de la Défense de l'époque, Shimon Peres, dit il n'en est pas question et il somme l'armée d'empêcher le cortège funéraire d'aller vers le cimetière de Hebron. Donc, ils viennent de Kiryat Arba et il y a un barrage militaire qui empêche d'enterrer ce bébé à Hebron. Et alors, Sarah Narshon va faire une chose incroyable. Elle prend le bébé dans ses bras et elle va vers les soldats. Qu'est-ce qu'ils vont faire les soldats? Ils vont la frapper, ils vont la bousculer. Et alors, ils sont obligés de la laisser passer. Et elle passe et elle enterre son bébé dans le cimetière juif de Hebron. Et elle va dire quelque chose d'incroyable. Elle va dire, il y a des milliers d'années, Abraham a enterré son épouse Sarah dans le caveau de la Marpella. Et c'était la première acquisition de terrain et ça a fixé le fait que Hebron appartient au peuple juif, n'appartient plus aux Hittites, mais à Abraham qui a acheté le caveau de la Marpella pour enterrer Sarah. Et moi, aujourd'hui, Sarah, j'enterre mon fils Abraham, et c'est comme ça que je rachète Hebron pour le peuple juif. Alors ça, c'est Sarah et Baruch Narshon, des gens très très spéciaux, mais très caractéristiques des habitants de Hebron, qui ont beaucoup donné pour leur ville et qui continuent à donner encore pour leur ville. Alors là, vous avez maintenant des photos du cimetière juif de Hebron. Voilà, là, ça a pris un petit peu de temps. À gauche, les tombeaux que vous voyez à gauche, ce sont les tombes des gens qui ont été massacrés, des victimes du massacre de 1929. Et à droite, c'est le carré des Gdolim, des rabbins de Hebron. J'ai parlé du Réchit Chochma, le Rabbi Léo Davidash, vous voyez, ça c'est son tombeau à lui. Et les autres sont les autres personnages dont j'avais parlé tout à l'heure, je ne sais plus maintenant les identifier. Mais donc c'est le carré des rabbins de Hebron. Un peu plus haut, dans le cimetière de Hebron, se trouve une tombe très spéciale, qui est la tombe de la rabbinite Menucha Rochel. Menucha Rochel Slonim, qui est la petite fille du Admor Hazaken, donc le fondateur de Chabad, de la Chassidut de Chabad, Lubavitch. La petite fille Menucha Rochel arrive en Eretz Israël, elle s'installe à Hebron avec son mari, et on l'appellera à Savta, la grand-mère de Hebron. En fait, tout le monde vient chez elle pour avoir des brachot.
Et beaucoup de témoignent avoir eu des yeshuot, que les brachot de la rabbinite fonctionnaient. Et sa tombe se trouve un peu plus haut dans le cimetière, dans le carré de Chabad. J'ai dit tout à l'heure que Chabad a une grande présence à Hebron à cause de l'arrivée de la rabbinite et ils vont donc créer une communauté Chabad à Hebron. C'est le début de la Chassidut Chabad. Hein. C'est pas aujourd'hui avec les dizaines de milliers de Chassidim. C'est à l'époque encore très peu. La Chassidut est encore très, très peu, mais il y a déjà une présence à Chabad. Ils auront un Beth Knesset, il y aura une communauté. Et vous voyez, aujourd'hui, il y a une tour de garde de l'armée qui se trouve juste à côté du tombeau. Et à Hebron, on dit la, la- les gens de Hebron ont gardé la rabbinite, ont demandé à ce que le cimetière, la tombe reste aux mains d'Israël, aux mains des Juifs, et la rabbinite protège les Juifs de Hebron, parce que juste à côté, grâce au fait que c'est resté terrain juif, on a pu mettre un poste de garde qui protège les Juifs de Hebron. Alors, il y a le prochain personnage dont on va parler, c'est un professeur de physique de l'Université de Novosibirsk, qui est un professeur connu mondialement, qui s'appelle le professeur Ben-Sion Tafgar, qui était un refusnik, qui s'est battu contre les Russes, contre le gouvernement communiste, et qui a réussi en 72 à faire son alia, et qui va s'installer à Kiryat Arba parce qu'il veut participer à cette réinstallation des Juifs en Eretz Israël. Et là-bas, il y a un guide qui fait des tioulim, Magini, qui fait des tioulim à Hebron les Shabbatot. Et dans le cadre de ce tioulim, Tzion Tafgar passe devant ce qui étaient les ruines de la synagogue Avraham Avinu, le Beth Knesset Avraham Avinu, qui a été détruit en 1929 dans le pogrom. Et depuis, ça sert de bergerie, vous voyez, les chèvres et les moutons, et puis d'urinoir public. Et il dit, c'est pas possible, on ne peut pas laisser une synagogue dans un état pareil. Et alors, il va se plaindre au chef de la communauté de Hebron, de Kiryat Arba, qui lui dit, oui, on a écrit au gouvernement que c'est pas normal, mais ils ne font rien. Ben Tafgar, lui, il n'a pas grandi en Israël, il a grandi en Russie. Il dit, quand il y a quelque chose à faire, on n'écrit pas des lettres au gouvernement. C'est qu'il faut faire quelque chose, on le fait. Et lui, il va commencer avec ses amis, avec sa famille, à nettoyer, à déblayer le terrain, à nettoyer le terrain. Et finalement, les autorisations vont venir, ça va prendre 10 ans, mais au bout de 10 ans, la synagogue sera reconstruite à l'identique, telle qu'elle était avant 1929. À droite, vous voyez la synagogue dans le pogrom, et à gauche, la synagogue reconstruite aujourd'hui à l'identique. Et les Sifrei Torah qui ont survécu au pogrom, y compris ce Sefer Torah, j'ai dit qu'on a racheté un arabe en Jordanie, retrouvent leur place dans le Beth Knesset Avraham Avinu, qui porte d'ailleurs son nom parce qu'il y a une légende qui dit que il y a quelques siècles, il n'y avait pas Minyan à Hebron et que les Juifs de Hebron sont la veille de Yom Kippour et il n'y a pas Minyan. Et juste au début de la prière arrive un inconnu qui se joint à la prière, qui complète le Minyan et qui reste dormir à la choule et disparaît à la fin de Yom Kippour et viendra en rêve au Gaba et lui dire que c'était Abraham qui a eu pitié des Juifs de Hebron et qui est venu compléter le minyan. Après ça, il y a des Shelot ou Tshuvot, il y a des responsables ilchatit qui essayent de traiter du sujet. Est-ce qu'une âme d'un défunt peut venir compléter le minyan? Est-ce que c'est caché, ça complète le minyan? Mais ça, c'est de nouveau, ça nous sort de notre sujet. Euh, il y avait à l'époque un hôpital, l'hôpital Hadassah de Hebron, qui soignait juifs et arabes et qui a été détruit et abandonné en 1929. Là, vous voyez les soldats de Tsahal qui reviennent après la guerre des 6 jours, mais le bâtiment, comme le reste de Hebron, est interdit aux juifs. On ne peut pas s'installer là-bas. Et alors, la rabbinite Myriam Levinger, de nouveau elle qui a commencé avec qui avait amené sa machine à laver et son frigo à l'hôtel Park, décide qu'il faut rentrer dans l'hôpital Hadassah. Et alors, ils vont monter de nuit, mettre une échelle pendant que les soldats montent la garde devant. Eux viennent par une fenêtre à l'arrière avec des échelles et ils rentrent dans le bâtiment. Alors, ils décident qu'ils ne vont rentrer que des femmes et des enfants. Ce sera plus dur pour le gouvernement de chasser des femmes et des enfants. Donc, les maris, les pères restent dehors. Il y a uniquement les femmes et les enfants qui sont dans le Beth Hadassah.
Et vous le voyez, et le gouvernement est sûr qu'ils vont craquer. Regardez à droite, là, la photo, vous voyez des mamans avec des petits-enfants. À l'intérieur, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas d'aire de jeu, c'est des ruines. Et elles vont craquer avec des enfants. C'est évident qu'elles ne peuvent pas tenir là-bas sans pouvoir se laver, se doucher, etc. Vous voyez à gauche les papas qui viennent dire bonjour aux enfants qui sont devant la fenêtre, mais ils vont tenir le coup pendant presque un an, pendant un an dans le Beth Hadassah. J'ai dit, les gens de Hebron sont des durs à cuire, et c'est comme ça qu'ils vont avoir le droit de prendre. On va tout y arriver à comment ils ont réussi à avoir le droit. Le prix va être très cher. Juste dans la photo, vous voyez Geoula Cohen, la parlementaire qui vient visiter ses femmes dans le Beth Hadassah. Elle a le droit, mais les maris ne peuvent pas. Après quelques mois, le gouvernement va permettre aux maris de rejoindre les familles, mais sans pouvoir s'installer officiellement dans le Beth Hadassah. Et chaque vendredi soir, il y a des élèves de la yeshiva de Kiryat Arba qui viennent chanter et danser Kabbalat Shabbat à côté du Beth Hadassah pour remonter le moral aux femmes qui sont coincées à l'intérieur, aux femmes, aux enfants coincés à l'intérieur. Et alors arrive la catastrophe en 1980. Il y a un attentat qui est commis et 6 de ces jeunes élèves qui viennent danser Erev Shabbat sont tués par des terroristes. Et là, le gouvernement va dire, OK, si ces jeunes ont été tués devant le Beth Hadassah par des terroristes, eh bien, on va permettre aux Juifs de s'installer et de revenir dans le quartier juif. Ça, c'était à l'époque, quand on était encore un petit peu sioniste quand même. Même si le gouvernement ne permettait pas tellement de s'installer à Yehuda et Shomron, il y avait quand même cette réponse sioniste que quand les Arabes tuent des Juifs parce qu'ils sont là, ben alors on s'installe encore plus. Il faut leur dire, ah, vous croyez que vous allez nous chasser? Au contraire. Plus vous nous tirez dessus, plus nous on s'installe et plus on reprend position sur le terrain. Juste au passage, le terroriste qui a dirigé cette attaque, plus tard sera le maire, en 2017, va être nommé maire de Hebron. Il a été libéré dans un des échanges de prisonniers dont Israël a le secret, et il va être finir comme maire de Hebron. Et voilà, on peut reconstruire le Beth Hadassah. Aujourd'hui, il y a des familles qui habitent dedans dans le confort moderne avec l'électricité, l'eau courante, etc. Et en plus, on s'installe dans ce qui était le vieux quartier juif et qui s'appelle aujourd'hui Shrunat Abraham Avinu. Vous voyez les maisons Beth Chaim, ce sont les maisons, maintenant vous voyez les maisons du quartier Abraham Avinu et des habitants du quartier juste devant. Ça aussi, ça va être payé très cher. On va y arriver. Alors, aux accords d'Oslo, euh, il y a des Juifs à Hebron, donc c'est ce qui nous permet d'arriver au caveau de la Marpella. Il n'y avait pas de Juifs à Ramallah, il n'y avait pas de Juifs à Shrem, et donc on a perdu le contrôle et la possibilité d'arriver à Shrem ou à Ramallah. À Hebron, il y avait des Juifs, et c'est ce qui permet aux Juifs de continuer à arriver à Hebron, au quartier juif et Maharat à Marpella. Bien qu'il faut comprendre une chose, c'est que dans la ville de Hebron, qui était cédée aux Arabes, l'autorité palestinienne, il n'y a que 3% de la superficie qui est permis aux Juifs. Quand le reste de la superficie, les 97 autres pourcents, sont divisés en deux zones, H1 et H2. H1, c'est sous contrôle entier de l'autorité palestinienne. Et H2, c'est les endroits où l'armée israélienne a le droit d'être présente et de gérer pour assurer la sécurité des Juifs de Hebron. La photo que vous voyez maintenant, vous voyez le quartier Abraham Avinu, et devant, il y avait le marché, les halles du marché arabe, qui étaient construites sur des maisons qu'ils ont pris aux Juifs en 1929. Et donc, on veut s'installer là-bas, puisque ce sont des biens juifs, mais la haute cour ne va pas permettre et va dire non, c'est des biens, dans le cadastre, ça a été enregistré comme bien pris aux Jordaniens à la guerre des 6 jours. Donc, c'est géré par l'armée comme bien pris aux Jordaniens. Alors que dans le cadastre jordanien, c'est marqué que ce sont des biens pris à l'ennemi sioniste. Mais là, la haute cour n'est pas assez intelligente pour comprendre que c'est des biens juifs. Et la haute cour, comme elle a l'habitude de faire de rendre des verdicts qu'on ne peut pas comprendre, on comprend que si on comprend que ce sont des gens qui sont spécialement bizarres, et très peu juifs dans leur façon de juger, ont décidé que les juifs n'ont pas le droit de s'installer, et ces bâtiments où les familles s'étaient installées, ils ont été chassés, aujourd'hui c'est vide. Donc ils ne permettent pas aux Arabes de s'installer, ils ne permettent pas non plus aux Juifs de s'installer.
Et en 1994, va y avoir le gros problème qui a été le fait que le docteur Baruch Goldstein, qui était un médecin dévoué à ses malades juifs ou arabes, va ouvrir le feu sur des Arabes qui prient dans Maran Tamarpela. En fait, ce qui n'a pas été dit, c'est que l'armée a prévu, avait des renseignements, le Shabak savait, les renseignements généraux savaient qu'il y allait avoir un pogrom des Arabes contre les Juifs. Et ils ont demandé aux Juifs de se préparer au pogrom, au chef de la communauté. Ils ont demandé à Baruch Goldstein, qui est le médecin de Kiryat Arba, de préparer son dispensaire, de vérifier qu'il a plein de pansements et de plasma pour soigner les blessés qu'il va y avoir. Vous êtes malades. On est en Russie du 19e siècle, quand il y a un pogrom, alors les Juifs s'enferment. Si on est, un état, on est dans un État souverain, si les Arabes disent qu'ils veulent faire un pogrom, ben, l'armée doit faire son boulot pour qu'il n'y ait pas de pogrom. Bon, malheureusement, il y a déjà 40 ans qui sont passés, on a vu qu'on est encore dans cette situation. On a vu ça à Simchat Torah, où l'armée est là après, mais pas avant, pour prévenir le pogrom. Et donc, Baruch Goldstein s'est dit de prendre les devants. Il est allé ouvrir le feu sur des Arabes dans Marat Marpella. Effectivement, après, ça fait un tel foutoir, l'armée est intervenue qu'il n'y a plus, lui, à la payer de sa vie. Mais le pogrom n'a pas eu lieu à Hébron. Il a sauvé la communauté de Hébron. Euh, et après, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement a décidé que d'abord, pendant 9 mois, Marat Marpella était entièrement fermé à tout le monde. Et finalement, ça a été séparé en une partie qui est ouverte uniquement aux Juifs, une partie uniquement aux Arabes. Et ceux qui connaissent la Mahara, aujourd'hui, c'est très complexe ce qui se passe. 10 jours par an, toute la Mahara est juive. Et 10 jours par an, toute la Mahara est donnée aux musulmans et fermée aux Juifs. Ça, c'est le status quo qui suit l'affaire de Goldstein. Baruch Goldstein, Hachem Yikom Damo. Après Abraham Avinu, on veut s'installer au Tel Hebron, sur la colline archéologique. Alors, sur la colline archéologique, au sommet, il y a une ruine qu'on suppose être le tombeau de Yishai et Ruth, Yishai, le père de David, et Ruth l'arrière-grand-mère de David. À gauche, vous voyez les bâtiments qui ont été construits en dur, qui sont sur des pylônes, parce qu'en dessous, il y a l'archéologie, ce que je vous ai montré tout à l'heure, la route d'accès de l'époque cananéenne, elle passe juste devant vous. Donc, les bâtiments ont été construits sur pylônes, de façon à laisser l'archéologie du tel juste en dessous. Et les Juifs s'installent d'abord, avant qu'il y ait la maison en dur, dans des caravanes. Et là, vous voyez une invention israélienne aussi, des Juifs de Hebron. Vous voyez des caravanes à 2 étages. Vous voyez qu'il y a une caravane et par-dessus une deuxième caravane. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les Juifs s'installent à Tel Rumeida, à Tel Hebron, dans des caravanes. Seulement, en 1998, il va y avoir un attentat et un Arabe va venir et massacrer le Rav Shlomo Ra'anan, qui était un petit-fils du Rav Kook. Et il est massacré dans sa caravane. Et donc, le gouvernement dit, ben, donc vous quittez vos caravanes, on va construire du dur. Les Juifs de Hebron ne sont pas des idiots. Il dit, si on quitte, ben, l'armée ne construira rien et on ne pourra plus revenir. Donc, ils disent, non, si vous voulez construire en dur les maisons qu'on a vues dans la photo d'avant, d'accord, mais nous, on reste sur place pendant que vous construisez. Mais si vous construisez, on a besoin de la place des caravanes pour construire. Alors, ce qu'ils ont demandé, et ce qu'ils ont fait, c'est que les caravanes ont été posées l'une sur l'autre de façon à gagner du terrain et libérer le terrain pour pouvoir construire la maison en dur. Mais ils n'ont pas abandonné parce qu'ils avaient compris que s'ils quittent pour permettre le chantier, ben, le gouvernement ne leur permettra pas de revenir comme ça s'est passé au marché, au Hall de Hebron, etc. Ils ont déjà compris. Mais ce que j'explique, c'est que aussi que chaque fois qu'on avance à Hebron, c'est au prix de. Ça se paye d'un prix de sang très, très grave. Le quartier juif Avraham Avinu, c'était après le meurtre des 6 jeunes devant Beth Hadassa. Là, c'est le meurtre du Rav Shlomo Zaranan qui permet de construire Tel Hebron. Et la suite va être Ashrat Avraham Avinu d'un bébé qui s'appelle Shalevet Triapas, qui va être assassiné par un terroriste qui se trouve dans le quartier de Abu Snena, qui domine le quartier juif et qui va tirer en visant un sniper qui vise une gosse de 9 mois dans son landau. Il va tuer d'une balle en pleine tête et blesser son père. Et après, ce qui va se passer, c'est que l'armée va faire au sommet du quartier, va construire une base militaire pour protéger le quartier juif qui se trouve en contrebas. Et
le prochain grand attentat, des attentats, il y en a eu des dizaines. J'ai pris les principaux. Ça va être l'attentat qui va y avoir sur le chemin qui amène de Kiryat Arba vers Merat HaMarpela, qu'on appelle Tzir HaMitpalelim, le trajet des gens qui vont prier au commande de Marpella, où il y aura là-bas 12 juifs qui vont être tués par les Mechablim, dont le colonel Dror Weinberg, qui était le commandant de la brigade responsable de la région, et parmi eux, des participants à Kitat Konoun. Dans chaque village, il y a un groupe d'intervention qui va protéger le village, et il y a là-bas Shlomo Duchan, vous le voyez à gauche, qui est tombé donc dans Tzir Mitpalelim, et il y a quelques mois, son fils Yochai Duchan est tombé à Gaza. Et vous voyez le titre sur l'internet, 20 ans après son père, Yochai Duchan de Kiryat Arba est tombé au combat. Donc Shlomo Duchan est tombé au Tzir Mitpalelim en 2004, et maintenant c'est en 2003, et maintenant son fils Yochai Duchan. Shem Yikom Damam. Je rappelle que le fils de quelqu'un qui est tombé en combat n'est pas obligé d'être combattant, mais il a décidé de le vouloir. Et là, maintenant, je voulais parler de la Me'arat HaMarpela, de l'histoire de la Me'ara elle-même, mais je vois que le temps est fini, alors juste en 2 minutes, la Me'ara, on ne peut pas accéder à la grotte elle-même. Il y a un endroit où les Arabes font descendre des bougies là-bas, mais il y a des Juifs de Hebron, un groupe de Juifs de Hebron dirigé. Pardon. D'abord, il y a Moshe Dayan en 67. Je rappelle que Moshe Dayan s'intéressait beaucoup à l'archéologie. Il a voulu aller voir ce qui se passe dans la Me'ara, dans la grotte, mais l'entrée était trop petite dans la dalle qui bloque, qui scelle le passage vers l'escalier qui descend vers la grotte. Alors, il a envoyé une gosse de 8 ans, Michal, qui est la fille d'un de ses officiers, qui est allée. Elle est descendue dans un passage souterrain, mais très vite, elle était bloquée par un rocher. Elle n'a pas pu continuer. Les gens de Hebron, eux, vont venir plus tard avec un marteau-piqueur et ouvrir un passage, et vont découvrir qu'on descend les escaliers après un passage, et ça mène vers une deuxième grotte. Il y a 2 grottes, Me'arat HaMarpela, la double grotte. Mais là aussi, ils ne vont pas pouvoir finir leur recherche, parce que les Arabes vont découvrir que les Juifs ont ouvert l'ouverture avec un marteau-piqueur, bien qu'on a recouvert ça avec les tapis de la mosquée, mais ils vont le découvrir et appeler l'armée, et tout va être bétonné, et on ne peut plus aller chercher. Donc, ça, c'est une conférence à part sur Me'arat HaMarpela, il y a de quoi parler pendant 1 heure rien que sur Me'arat HaMarpela, de savoir qu'il y a des Juifs qui ont essayé de descendre pour trouver les secrets de la Me'ara, mais ce n'est pas fait. La photo qui s'affiche maintenant, c'est un Juif qui a maintenant près de 100 ans. Enfin, quand il a fait le film, il avait près de 100 ans. Je ne sais pas s'il vit encore aujourd'hui ou pas. Et il raconte comment il était soldat anglais, et que lui a réussi à descendre dans la Me'arat HaMarpela à l'époque où il servait dans la police anglaise. Euh, voilà, je vais finir parce qu'il y a encore beaucoup à dire. Là, il y a les personnages de Hebron. J'ai parlé des rabbins. Aussi, on a 2 ministres aujourd'hui qui habitent Hebron. Orit Struk et Itamar Ben-Gvir sont 2 ministres et habitent à Hebron. À Hebron, il y a aussi une communauté aujourd'hui de Bnei Menashe. Beaucoup connaissent l'histoire des Juifs venus d'Éthiopie, les Bani Israël, Beta Israël. On connaît moins l'histoire de Juifs qui viennent de Birmanie. Il faudra l'occasion qu'on en parle. Donc, il y a une communauté qui s'est installée à Hebron, Kiryat Arba de Bnei Menashe. Pardon, la Me'arat HaMarpela, c'est le bâtiment le plus ancien encore en fonction, parce que cette Me'arat HaMarpela qui date de Hérode, on y prie tous les jours. Donc ça fait déjà plus de 2000 ans qu'on prie dans ce bâtiment. C'est pas un bâtiment, c'est pas un musée historique, c'est pas un vestige qu'on vient visiter comme le Parthénon ou l'acropole d'Athènes avec le Parthénon, ou tous des vestiges romains ou autres. C'est un endroit qui, depuis 2000 ans, fonctionne dans le bâtiment. On prie aussi au mur, mais au mur, on prie dehors. Là, on prie dans le bâtiment qui a 2000 ans. Ça prouve le Netzach Israël, la période d'Israël, et la Brit Mila commençait par Abraham il y a 4000 ans. Et on voit à gauche, même en Corona, alors quand on ne pouvait pas se réunir, alors des gens ont fait la Brit Mila dans la rue, pour que les voisins puissent faire le minyan, puisqu'on ne peut pas se réunir, mais les voisins sur les terrasses avoisinantes ont fait le minyan
pour qu'il y ait minyan dans la Brit Mila. Donc c'est la force d'Am Israël, ce Netzach, cette force d'un peuple qui traverse l'histoire. Et ça, c'est quelque chose que très dur à comprendre pour les Américains ou les Européens. On n'a pas 2 siècles d'histoire comme les Américains, on a un peuple qui a 4000 ans d'histoire, qui traverse l'histoire et qui la continuera bien après que les États-Unis aient cessé d'exister. Je finis par cette peinture de Baruch Nachshon qui est qui est brodée sur un sur un bon, c'est accroché dans la Mehara et il raconte en fait un midrash. Shalosh mekomot en umot olam yicholim lomar gzulim biyadchem. Il y a 3 endroits que les nations ne peuvent pas nous contester. Marat Marpella, le caveau de la Marpella, puisqu'il est marqué dans la Torah que Abraham l'a acheté à Ephron pour 400 pièces d'argent. Le Beth Amikdash, le mont du Temple, qui a été acheté par David à Aravna. Et Kever Yosef, le tombeau de Joseph à Shrem, qui a été acheté par Yaakov à Hamor à Shrem. Et je dis, ça c'est l'humour incroyable des rabbins de dire qu'il y a 3 endroits que les nations ne peuvent pas nous contester. Vous comprenez que c'est le centre de la contestation. La Judée, Hebron, capitale Hebron, la Samarie, capitale Shrem, et Jérusalem, bien sûr, qui sont le centre de la contestation du monde. Mais ça ne leur servira à rien, puisque si Dieu a dit que c'était Israël, on y reviendra, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, et on gagnera la guerre, que les Américains le veuillent ou ne le veulent pas, parce que Akadosh Baruch Hu ramène Am Israël, et Netzach Israël lo yechazev, qui lo Adam yechazev, c'est pas un homme sur lequel on ne peut pas compter, mais c'est Dieu qui nous ramène en Eretz Israël, et c'est Dieu qui nous délivrera, on espère rapidement et avec un prix le moins élevé possible dans la guerre qui nous est imposée actuellement. Voilà, Yom Yerushalayim Sameach, Yom Chevron Sameach, et n'oublions pas que la situation est compliquée, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas remercier Akadosh Baruch Hu pour ce qu'on a déjà obtenu. Voilà.